Bonjour, Bonjour. je suis le conteur Spinemon. Et laissez-moi vous raconter une histoire qui se passe Un jour, au milieu de la mer, dans un vieux château en ruine à Douvres, il y avait un grand mystère, mené par une sorcière méga fou. Un jour, au milieu de la mer, dans un vieux château en ruine à Douvres, il y avait un grand mystère, mené par une sorcière méga fou. Mais arrive le très grand chevalier, et il a pour prénom Élysée. Un jour, au milieu de la mer, dans un vieux château en ruine à Douvres, il y avait un grand mystère, mené par une sorcière méga fou. Mené par une sorcière méga fou. Mené par une sorcière méga fou. Yeah! Vous le savez, il est d'usage de commencer les contes par la sempiternelle formule « Il était une fois ». Mais il serait plus juste dans cette histoire-ci de dire « Il sera une fois ». En effet, car le début et la fin d'une histoire sont en réalité le même point d'un cercle. C'est pour cette simple raison que cette histoire qui se passe pourtant dans le futur est déjà connue aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que je peux déjà vous dire maintenant, il sera une fois. Ainsi, dans très longtemps, bien après le déluge et la fonte des pôles, quand toutes les créatures du monde auront appris à vivre naturellement sous l'eau, il sera une fois, à Dourbe, un seigneur malade. J'ai rien compris. Vous n'avez rien compris Ah, c'est bien normal. Alors laissez-moi vous raconter cette histoire comme si elle s'était déjà passée. Ce sera plus simple. Le seigneur Moussia de Haute-Roche tomba un jour malade. Personne ne sut de quoi exactement. Mais le seigneur avait un trésor inestimable. C'était une chèvre nommée Tchouki. Une chèvre? Oui, une chèvre, mais pas n'importe quelle chèvre, car cette chèvre pondait. Une chèvre qui pond n'importe quoi. Et c'est pourtant comme ça. Et cette chèvre ne pondait pas n'importe quoi. Elle pondait des biscuits d'or. Chaque jour, un biscuit d'or. Et ces biscuits permettaient au seigneur Moussia de rester en vie. Mais comment? Eh bien, voyez-vous, c'étaient des biscuits magiques. Et en les mangeant, la maladie s'arrêtait de grandir. Mais un beau matin, en rentrant dans la chèvrerie, Moussia ne trouva pas de biscuits. Ni ce matin-là, ni le lendemain. Le seigneur dut s'aliter et il appela son plus fidèle chevalier. Il s'appelait Élysée. Élysée à roi. Élysée, mon brave, je t'ai fait appeler car ma chèvre ne pond plus de biscuits d'or. Et sans biscuits, je dépéris. Tente de trouver pourquoi Tchouki ne pond plus, car sans cela, je mourrai rapidement. Élysée promit de percer le mystère. Il alla à la chèvrerie et inspecta Tchouki. Puis, ne trouvant rien d'anormal, il décida de se cacher dans la paille et de veiller toute la nuit pour s'assurer que personne ne venait voler le biscuit. Il attendait depuis plusieurs heures, mais le sommeil l'assaillait. Et quand minuit sonna, Élysée ronflait bruyamment. Rouge de honte de s'être endormi,
Élisée se promit de recommencer la nuit suivante. Il s'installa donc et attendit. Il résista plus facilement que la première nuit, et quand la cloche sonna le premier coup de minuit, Élisée vit la chèvre pondre le biscuit. Au second coup, il vit une lumière s'approcher de la chèvrerie. Mais rebelote dit en avant, une irrésistible envie de dormir s'empara de lui, et il n'entendit pas les coups de cloche suivants. Le lendemain, contrit et penaud, Élisée monta au château pour faire rapport de sa mission au seigneur Moussia. Mais celui-ci dormait, le teint livide comme un mort. Élisée eut tellement pitié de lui qu'il se jura cette nuit-là de ne plus s'endormir, et il repartit vers la chèvrerie. Et il va y arriver cette fois-ci. Mais attends, tu vas voir. Élisée se cacha comme les autres jours. Il attendit, vit la chèvre pondre le biscuit au premier coup de minuit, puis la lumière apparaître peu après. Il sentit, comme les autres jours, une irrésistible envie de s'endormir. Et là... Il s'endort encore? Non! Là lui revint l'image de Moussia, pâle comme un mort. Et cette image lui donna la force de ne pas s'endormir. C'est alors qu'il vit entrer... Une sorcière! Mais non! Ah mince! Mais non, pas du tout, laissez-moi vous raconter, étudieux. C'est alors qu'il vit entrer dans son manteau de lumière diaphane une magnifique fée aux cheveux d'or. Elle avançait avec une grâce et une légèreté dont seules les fées ont le secret. Elle se dirigea vers Tchouki en mettant le doigt devant sa bouche, comme pour l'inciter à ne pas faire de bruit. Elle caressa la chèvre qui la lécha en retour. Puis elle prit le biscuit d'or et allait s'en aller lorsque soudain, Élisée sortit de sa cachette et se jeta sur la fée. Il l'attrapa par les cheveux, mais la fée réussit à se dégager et s'envola dans la nuit. Élisée, dépité, constata qu'il n'avait gardé de sa captive qu'une fine mèche de cheveux. Mais il ne perdit pas courage. Il enfourcha son tank. Son tank? Oui, à cette époque, les chevaliers montaient des tanks. Celui d'Élisée s'appelait d'ailleurs Pile. Oui, bonjour, Pile. Mais c'est complètement zarbi ton histoire. Je suis désolé, moi, je vous ai prévenu que cette histoire se passait dans le futur, non? Bon, donc où en étais-je? Ah oui. Élisée enfourcha son fidèle Pile et partit dans la direction prise par la fée. Oui, c'est toujours la nuit. D'ailleurs, après avoir fait quelques centaines de mètres seulement, Pile, le tank, qui n'y voyait pas grand-chose, heurta un objet métallique. Une sorte de pirate sortit du tas métallique que Pile venait de cogner. Excusez-moi, mon sous-marin est mystérieusement tombé en panne au milieu de la route et je n'arrive pas à le réparer. Ah oui, parce que les pirates, à cette époque-là, ils se déplaçaient en sous-marin. Et puisque toute cette histoire se passe sous l'eau, c'est logique. Ah, je suis content de voir qu'il y en a qui suivent ici. C'est exactement ça. Et par chance, Élisée, avant d'être chevalier, avait fait son apprentissage en mécanique. Il aida donc le pirate à réparer son sous-marin jusqu'au matin. Merci, mon gars. Tiens, pour te remercier, je vais te donner quelque chose. Il fouilla dans le coffre de son sous-marin et en sortit
un magnifique sabre en disant « Fais gaffe, gaillard, il coupe comme pas deux. Je l'ai dérobé au terrible capitaine Job Desboîtés, qui s'en est servi pour s'emparer du trésor de la roche trouée, qui était gardé par des araignées géantes. » Élisée remercia le pirate et lui demanda encore s'il savait à qui pourrait appartenir la mèche de cheveux qu'il avait dérobée à la fée. « Ça, c'est certainement à Linerie, la fille de la colline là derrière. C'est la cadette de 5 sœurs. Garde bien cette mèche, elle vaut une fortune. » Élisée continua sa route. Et quelques kilomètres plus loin, il croisa un militaire qui l'arrêta. « Stop, stop, on ne continue pas plus loin. Un énorme rocher s'est mystérieusement effondré sur la route cette nuit. L'armée est là pour dégager la route. » Ah, mais j'ai ici tout ce qu'il vous faut. Allez, Pile, montre ce que tu as dans le ventre. Pile s'exécuta et lança un énorme missile en direction du rocher. Le rocher vola en poussière. « Eh bien, merci, dit le militaire en voyant la route dégagée. je vais pouvoir rentrer chez moi plus vite que prévu. Tiens, en échange de ton aide, voici une fusée éclairante. » Mais qu'est-ce que c'est ? Une fusée éclairante, tu ne sais pas? Eh bien, si tu casses le bout de ce bâton, il fait de la lumière. Élisée remercia le militaire et repartit aussitôt en direction de la colline de la fée Linerie. Il ne fit que quelques centaines de mètres avant d'entendre quelqu'un l'appeler. « Ouh, monsieur !» C'était une drôle de jument blanche avec un trou au milieu du front. « Monsieur, auriez-vous l'amabilité de venir pour me revisser ma corne? Il est tombé cette nuit quand je dormais dans les fourrés. Comme je n'ai que des sabots, je ne sais pas la remettre. J'ai besoin d'aide. » Mais bien certainement, madame. Et Élisée ramassa la corne et la revissa à la licorne, car c'était effectivement une licorne. « Merci de m'avoir aidé, chevalier. En échange, je vous donne cette clé. Je ne sais pas à quoi elle sert. Je viens de la trouver par terre. » Et la licorne tendit à Élisée une petite clé métallique finement ciselée. Élisée avança encore un bon moment avant d'arriver sur une jolie colline. Elle était couverte d'herbes fraîches et quelques moutons paissaient là librement. Ça et là, des papillons aux 1000 couleurs virevoltaient. Le ciel était beau, l'endroit paisible. Élisée et Pile aperçurent même 2 couleuvres, signe évident que l'endroit était particulier. Au beau milieu de ce petit paradis était un arbre, un hêtre. Et ce qui était étrange, c'est que malgré la lumière irradiante du soleil à cette heure, l'arbre semblait luire plus encore, comme si une lueur émanait de l'intérieur. C'était magique. C'était un arbre aux fées, un de ces arbres qui leur sert de porte d'entrée vers le royaume d'un autre monde. Un instant, Élisée resta muet devant ce spectacle d'une rare beauté. Et comme s'il manquait encore quelque chose pour que le tableau soit complet, il entendit une musique, belle et mélancolique comme le chant d'un merle. Elle sortait tout droit de l'arbre. Et soudain, je ne saurais dire comment, la musique se transforma en femme. C'était elle, la musique, c'était elle, cet arbre.
C'était elle, cette colline. Bien sûr, elle était belle, avec ses cheveux d'or étincelants, cette peau laiteuse et cristalline. Elle s'arrêta et aperçut Élisée perché sur son temple. Elle voulut s'enfuir, mais Élisée rompit le silence. Non, ne t'en vas pas. J'étais venu dans l'intention de te capturer, mais je ne le pourrai pas. Tu es si belle. Dis-moi seulement pourquoi tu prends chaque nuit les biscuits d'or. Mon Seigneur se meurt et je me dois de l'aider. La fée se mit à pleurer. Va-t'en. Fouille tant qu'il est encore temps. Pourquoi ? C'est la sorcière Sultia qui m'envoie chaque nuit voler les biscuits d'or. Elle a capturé mes sœurs pour me forcer à le faire. Mais pourquoi ? Pourquoi a-t-elle besoin de ces biscuits ? Elle n'en a pas besoin, non. Elle a juste besoin que Moussia meure pour devenir la reine de la mer. Ah, attends, je pige pas. Pourquoi elle veut être la reine de la mer? C'est pas à Dour que ça se passe? Si, mais t'écoutes pas ça, Dour. Mais c'est une époque où tout est recouvert d'eau. Elle veut devenir la reine de toute la mer, quoi. Ah, ok. Bon, et après? Dis-moi où se trouve cette sorcière. Je vais libérer tes sœurs et délivrer le pays de cette maudite engeance. Oh non, ne fais pas ça. La sorcière Sultia est bien trop puissante pour toi. Elle te réduirait en un tas de cendres en un coup de baguette. Pourtant, j'irai la combattre. Que tu me dises ou pas où elle se cache. Je vois bien que rien n'entame ton courage, chevalier. Soit, je vais te dire où il se trouve. Mais promets-moi une chose. Si tu es en danger de mort, agite la mèche de cheveux que tu m'as arrachée et j'arriverai. Je promets. Très bien. La sorcière se trouve au sud, au bout d'un long tunnel noir, plein de maléfices que nul n'a jamais osé traverser. Sauf elle. Et voilà Élisée qui, chevauchant Pile, se dirige vers le sud en direction du tunnel indiqué par la fée. Mais oui, tu as raison, Pile. J'oublie de dire qu'Élisée était tombé amoureux de Linerie, la fée. Et que la fée, elle aussi, ne semblait pas insensible au charme de notre chevalier, ni à son courage. Bon, mais revenons à nos moutons. Les moutons de la colline de l'arbre à fée? Non, c'est une expression pour dire que l'histoire continue. L'histoire des moutons? Mais non, bien sûr, l'histoire d'Élisée. Bon, bref. Élisée et Pile se retrouvèrent bientôt devant le lit d'une rivière qu'ils connaissaient bien, le Virouin. Bien sûr, la rivière était pleine d'eau, mais comme de toute façon l'histoire se passe au fond de la mer, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'ils tentèrent de traverser le pont, mais qu'après une fausse manœuvre, Pile cassa la barrière du pont et ils tombèrent dans le lit de la rivière. Et malgré tous les efforts d'Élisée pour en sortir Pile, il n'y parvint pas. Pile dit à Élisée: « Oui, tu as raison, Pile. Je vais continuer ma route à pied et je viendrai t'aider dès que je peux. » Et Élisée continua alors sa route à pied. Il arriva bientôt devant l'entrée du tunnel. Il était sombre et était obstrué par de gigantesques toiles d'araignées. Non loin de là, sur de vieux rails rouillés, dormait une belle locomotive couverte d'algues et de coquillages. Elle n'avait vraisemblablement plus servi depuis des siècles. Sur sa porte, on pouvait voir un drôle de symbole. Le même symbole que... Mon Dieu, mais oui! C'est le même symbole que sur la clé que la licorne m'a donnée. Élisée mit la clé dans la serrure de la locomotive qui s'ouvrit. À l'intérieur, tout était intact. Il appuya sur un gros bouton rouge et le mécanisme de la locomotive se mit en marche. Lentement, celle-ci se déplaça vers le tunnel sur des rails cachés sous la végétation. Mais arrivée à l'entrée du tunnel, elle s'arrêta net, stoppée dans son élan par les toiles d'araignée qui, il faut le dire, étaient grosses comme des cordes.
Mince alors. Comment vais-je faire pour passer? Mais utilise le sabre que le pirate t'a donné. Pardon? Mais utilise le sabre que le pirate t'a donné. Ah, c'est pas bête ça, merci les enfants. Élisée entaillait les premières toiles d'araignée avec le sabre, lorsque soudain, un bruit inquiétant se fit entendre. Tout à coup, sans crier gare, une gigantesque araignée se précipita sur Élisée. Élisée la vit, il se retourna et se mit à courir vers la locomotive, mais il trébucha et tomba par terre. L'araignée géante allait le rattraper, mais plutôt que de se jeter sur Élisée, elle s'arrêta net. Et même, elle recula comme effrayée, jusque dans la pénombre du tunnel. Élisée se releva et se rendit compte qu'en tombant, la fusée éclairante du militaire s'était mise à faire de la lumière. Et c'était de cette lumière que l'araignée avait eu peur. Élisée comprit directement ce qu'il allait pouvoir faire. Quoi, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Vous n'avez pas deviné? Eh bien, il attacha le sabre du pirate à l'avant de la locomotive. Puis il entra dans la locomotive, la fusée éclairante à la main. Et il s'enferma dedans. Il appuya sur le gros interrupteur rouge et la locomotive se mit en marche. Elle avança lentement dans le tunnel et au fur et à mesure qu'elle avançait, les fils d'araignées se faisaient couper par le sabre. Et les horribles monstres à 8 pattes qui peuplaient ce tunnel n'osaient pas s'approcher à cause de la lumière aveuglante de la fusée du militaire. Et ce faisant, il ne fallut pas 5 minutes à Élisée pour arriver de l'autre côté du tunnel. Et là, quelle ne fut pas sa stupeur de découvrir avec effroi la vallée maudite de la sorcière. Tout y était sinistre. Au pied des arbres pourris se tenaient des centaines de petits adossements d'animaux. Le ciel était gris et lourd, et une odeur épouvantable sortie d'on ne sait où faisait tourner la tête à Élisée. Quelques oiseaux noirs, en le voyant, s'enfuirent vers une énorme bâtisse délabrée, en croissant. Ils allaient certainement prévenir la sorcière de l'arrivée d'Élisée. Et Élisée n'eut même pas le temps de se cacher qu'il vit apparaître, sur le rebord d'une fenêtre, l'hideuse sorcière. Son teint était jaune comme ses dents. Son œil torve lançait des éclairs. Elle s'envola, menaçante telle une harpie, et vint se poser à 10 mètres d'Élisée. Alors, elle mit ses lunettes et sortit un gros grimoire de sa poche. Et elle se mit à marmonner. Abracadabri, cadabra? Non, ce n'est pas ça. Ah, et hocus pocus, etc. Oh non, ça ne marchera pas non plus. Ah, Avada Kedavra. Bof, vieille méthode. Ah, Épouvanta Namalama. C'est exactement ce qu'il me faut. Et elle pointa son doigt crochu vers Élisée en ricanant. Ton heure est venue, misérable pourceau. Personne ne s'attaque impunément à la vieille Sultia. Épouvanta Namalama. Un énorme éclair blanc jaillit du doigt de la sorcière en direction du pauvre Élisée. Heureusement, celui-ci eut juste le temps de sauter derrière un rocher. Et l'éclair atteignit un caillou qui éclata en poussière. Épouvanta Namalama. L'éclair de la sorcière toucha un petit adossement. Épouvanta Namalama. Et Élisée sauta in extremis derrière un arbre qui se désagrégea. Malheureusement, le tronc de l'arbre retomba sur son pied et le coinça au sol. La sorcière s'avança vers Élisée et dit: Cette fois-ci, tu ne m'échapperas plus, mon mignon. Mais il a encore les cheveux de la fée, il doit l'appeler à l'aide. Mais oui, tu as raison. Vite, Élisée, prends la mèche de cheveux de la fée. Pardon, quelqu'un m'a parlé? Prends la mèche de cheveux de la fée. Pardon? Dis, tais-toi un peu, la vieille, j'entends pas ce qu'ils me disent. Comment est-ce qu'il me parle, celui-là? Allez-y, redites votre truc, là. La mèche de cheveux
Ah oui, les cheveux, mince, j'avais oublié. Élisée sortit les cheveux de sa poche et appela la fée. Et aussitôt, dans une douce musique, la fée apparut. Elle se jeta sur la sorcière et la fit tomber par terre. Toi? Mais que crois-tu pouvoir faire? N'as-tu pas oublié que le sort de tes sœurs est entre mes mains? La fée s'arrêta net, les larmes aux yeux. La sorcière se releva et dit « C'est bien, ma mignonne. Et maintenant, laisse-moi faire. » La sorcière pointa son doigt vers Élisée et prononça sa formule terrible. Épouvantanama lama. Mais la courageuse fée avait sauté sur Sultia en lui prenant le doigt. Et un bruit de tonnerre retentit avec fracas. La fée fut projetée au sol et Élisée perdit connaissance. Élisée se réveilla et arriva à se dégager du tronc. Il courut jusqu'à la fée pour lui venir en aide, mais elle ne bougeait plus. Et la sorcière? Et la sorcière? Elle avait disparu. Le ciel si gris avait maintenant retrouvé de son bleu. Le vent, qui s'était levé, avait vite fait de chasser l'odeur nauséabonde qui régnait là. Des oiseaux même s'étaient remis à chanter. Pas ces horribles volatiles noirs qui servaient de serviteurs à la sorcière, mais de ces oiseaux multicolores qui annoncent le printemps. De la grande bâtisse sombre sortirent bientôt 4 demoiselles aussi belles qu'un matin d'été. C'étaient les sœurs de Linerie, qui avaient soudainement vu la porte de leur prison s'ouvrir. Elles arrivèrent près d'Élisée et virent leur sœur, pâle, froide, et elles comprirent. Tous les 5 s'agenouillèrent aux côtés de la fée et se mirent à pleurer. Oh, c'est pas juste, mais on peut rien faire pour ça. Mais la vie est parfois injuste. Que voudrais-tu faire de toute façon? Tchouki? Tchouki? Mais que fais-tu ici? Il ne savait pas comment elle avait fait, mais qu'importe. La chèvre s'approcha d'eux et, sans crier gare, déposa sur le sol un biscuit d'or. N'osant y croire, ils déposèrent le biscuit dans la bouche de la fée, qui frémit, tout sauta, frémit encore et puis ouvrit les yeux. Leurs larmes de tristesse se transformèrent aussitôt en un torrent de joie. Et tandis qu'elle se ranimait doucement, Élisée et les 4 fées portèrent Linerie en civière jusqu'au village, suivi de Tchouki qui bêlait de plaisir. Le tunnel était à présent libéré de ses monstres et Pile s'était fait secourir par le pirate et son sous-marin. Et quand ils arrivèrent à Dourbe, ils virent la foule en liesse qui se précipitait sur le parvis de l'église pour les acclamer haut et fort. Élisée et Linerie décidèrent de se marier et on organisa une grande fête où tout le monde fut invité. Le seigneur Moussia, qui allait beaucoup mieux, À votre santé. les sœurs de Linerie, le pirate, Hé, mon petit gars, t'as eu de la veine, toi, hein? le militaire, À vos ordres, chevalier. la licorne, La 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 la. Pile et bien sûr Tchouki. Et la sorcière et les araignées, on les a pas invitées? Elles font quand même partie de l'histoire. Ah non, on ne les a pas invités, non, quand même. Eh ben ça, c'est pas juste. Ils avaient quand même besoin d'un méchant pour leur histoire, non? C'est qui aurait joué le rôle du méchant si c'était pas nous? Et puis, s'ils se sont rencontrés, c'est grâce à nous, non? Oui, mes chéris, venez, on s'en va. Personne ne veut de nous ici. Et en plus, leur histoire ne tient pas debout. T'as déjà vu une chèvre qui pond des biscuits, toi? Et quand ils rentrèrent tous chez eux ce soir-là, ils se dirent qu'ils avaient quand même vécu là une formidable aventure. Vous ne trouvez pas? C'est la fin.